Bonjour, je suis en direct du Mexique, plus précisément dans la ville de Tijuana. Il y a maintenant 9 ans que la guerre contre les cartels de la drogue est en cours. Les cartels sont prêts à tout pour atteindre leur but, qui est de fournir l'immense marché nord-américain qui pèse 30 milliards de dollars par an. Le Mexique est devenu producteur et chef d'orchestre du trafic sur le continent américain. Les drogues partent vers les États-Unis, qui sont les premiers consommateurs au monde. Et les armes circulent en sens inverse, qui sont un élément de premier plan dans la tragédie que vit le Mexique. Le trafic de la drogue engendre définitivement celui des armes. Les cartels sont de grands détenteurs d'armes trafiquées. Étant donné que les armes ne sont pas en vente libre au Mexique, j'ai tenté de comprendre comment ces armes se sont retrouvées entre les mains des narcotrafiquants en me rendant en Arizona, là où la loi sur les ventes d'armes est moins sévère. Je me suis rendu chez Dave Larue, détenteur d'une armurerie depuis 25 ans. Il connaît par cœur les tactiques des narcotrafiquants. Souvent, il paye des jeunes femmes pour aller acheter des armes et brouiller des pistes. On vérifie le casier judiciaire de toute personne qui achète une arme. Alors il trouve quelqu'un qui n'a jamais eu de problème et il lui paie une certaine somme pour aller acheter une arme à leur place. Dave sait que beaucoup d'armes qu'il vend se retrouveront dans les mains des cartels. Ça, c'est le FN 5.7, dont on entend tellement parler de l'autre côté de la frontière. Ah, et pourquoi? Apparemment, il est très populaire. Ses balles sont très rapides, petites et très rapides. Et on dit qu'elles peuvent percer les couches blindées et les gilets pare-balles. Combien de vos armes ont été retrouvées dans les mains des cartels? Eh bien, je ne sais pas trop. Disons, depuis 2 ans, peut-être 20 ou 30. Quelque chose dans cette fourchette-là. Après l'achat, les armes doivent se rendre au Mexique en passant par le point frontière le plus fréquenté au monde, San Diego, Tijuana. 1 million de personnes passent par cette frontière chaque semaine. Et c'est dans cette région que les plus grandes quantités d'armes et de drogue continuent à passer. Même si un mur sépare les deux pays, les trafiquants réussissent quand même à faire circuler les armes. Par exemple, ils ont construit un tunnel souterrain sous le mur qui joignait d'un côté les États-Unis et de l'autre le Mexique. Même si les autorités interviennent dans les bouchons de ciment, d'autres sont construits plus loin et beaucoup plus sophistiqués. Une centaine de tunnels ont été localisés. Donc après avoir passé la frontière à Tijuana, nous faisons maintenant face à une des villes les plus dangereuses du Mexique. 2 cartels se disputent ce point de passage stratégique. Résultat, 840 assassinats en 2008 et beaucoup de bagarres armées. C'est rendu banal de découvrir des dizaines de corps torturés. Car le but des cartels n'est pas seulement d'éliminer les adversaires, mais aussi de leur faire froid dans le dos. Tout ça n'est qu'une question de territoire et de montrer qui a le plus de pouvoir. Victor Alfaro, militant pour les droits de l'homme, est menacé de mort par les narcotrafiquants. Car dans ses rapports, il a souvent cité des noms de personnalités qui étaient liées au trafic de la drogue. Il doit se tenir dans les lieux plus fréquentés pour ne pas mettre sa sécurité en danger. De plus, il était surveillé par 6 gardes du corps auparavant. Il cite que les cartels ne respectent plus du tout les règles de base comme ils avaient avant. Comme par exemple, ne pas toucher aux familles, ne pas toucher aux enfants ni aux femmes. Mais aujourd'hui, ces limites n'existent plus. Ensuite, un peu plus au sud-est de Tijuana, on se retrouve dans la ville de Culiacán, le centre de la drogue mexicaine. De tous les grands cartels mexicains, 4 proviennent de cette ville. Culiacán est aussi le terminus du trafic d'armes, qui font des ravages quotidiens. Pour pouvoir égaler la force des cartels, la police a besoin de l'aide de l'armée. Malgré les renforts, toujours pas de répit. Toujours autant de saisies d'armes, et ce sont les mêmes modèles qu'aux États-Unis. Avoir été témoin d'une scène compromettante ou de dire des mots de trop contre les cartels suffit de mettre une vie en danger. Refuser de collaborer avec eux compromet une mort certaine. Puisque la frontière de passage fait 3000 km de long, il est extrêmement difficile de la surveiller en tout temps et partout. Et tant et aussi longtemps que la demande de drogue aux États-Unis est en vigueur, les cartels trouveront toujours un moyen de passer les frontières. Ils ont tout l'argent nécessaire pour se procurer les moyens de transport qu'ils veulent, alors pour le moment et pour encore longtemps, les cartels auront le dessus. Samuel Courtemanche, en direct de Tijuana, Mexique.